Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infothémis, nous avons collecte de sang à Notre-Dame-du-Nord le lundi 29 avril. Le Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigue a dévoilé sa programmation musicale pour sa 41e édition. Les chasseurs d'Orignal à l'affût du plan de gestion. 177 millions de dollars sur 2 ans pour les routes et les ponts de la région. Hausse de loyer, les locataires ont le droit de refuser. Convention collective, les éducatrices somment le gouvernement de négocier. Une pièce d'identité en plus d'un permis valide pour pêcher au Québec. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Dès que le thermomètre se remet à grimper au Québec, qui n'a pas l'élan printanier de ranger manteau, tuque et foulard et ressortir ses manches courtes? Profitez donc de cette légèreté retrouvée pour vous rendre à une collecte de sang et partager votre bonne santé avec celles et ceux qui en ont besoin. Afin d'atteindre cet objectif, Notre-Dame-du-Nord en santé, les Chevaliers de Colomb, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord et Témiscamingue First Nation Health and Wellness Center vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le lundi 29 avril de 11h à 20h à l'Aréna du Polydium situé au 85 rue Côté à Notre-Dame-du-Nord. Pour cet événement, nous visons à accueillir 175 donneurs. Que vous soyez un ou une habitué des collectes ou à votre tout premier don, avez-vous pensé à lancer le défi à vos amis, collègues et proches de suivre votre exemple? Ensemble, vous aiderez encore mieux Emma Québec à poursuivre sa mission de bien répondre aux besoins quotidiens des centres hospitaliers. Emma Québec compte ainsi sur la générosité de milliers de personnes. Emma Québec invite toute personne qui souhaite faire un don à prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Il est facile de le faire en ligne grâce à l'application Je donne au www.jedonne.emmaquebec.qc.ca. Pour connaître les principaux critères de qualification, rendez-vous au www.emmaquebec.qc.ca, section donneur, sang, puis-je donner? Pour toute question particulière sur votre admissibilité ou pour prendre rendez-vous par téléphone, communiquez avec le service d'information aux donneurs au 1-800-343-7264. Donnez du sang, donnez la vie. La semaine du 18 mars n'aura pas été de tout repos pour Christian Beaulieu, président de hockey mineur Témiscamingue. Un communiqué publié par le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon réclamait sa démission. L'exclusion d'une équipe de hockey de Val-d'Or des championnats régionaux, équipe formée de 6 joueurs de la communauté Anishinaabe de Lac-Simon et de 5 joueurs de Val-d'Or, était à l'origine de ce communiqué. Le règlement mentionne que les parties de saison régulière doivent être jouées au moment où le calendrier termine. L'équipe qui ne pouvait pas se présenter à son match et a dû l'annuler n'avait qu'à la recéduler ou tenter de la recéduler entre la fin janvier et la mi-mars. En respectant cette règle écrite, l'équipe aurait été admissible au championnat. Le président précise que ce règlement a été instauré il y a quelques années en raison d'un trop grand nombre de matchs annulés en saison régulière, la plupart d'entre eux ayant lieu dans les coins les plus éloignés de la région, comme à Matagami, à Lebel-sur-Quévillon et au Témiscamingue. Une autre équipe a été exclue des championnats régionaux pour la même raison que celle de Val-d'Or. Il s'agit d'une équipe du Témiscamingue qui n'avait pas joué tous les matchs de sa saison régulière. Christian Beaulieu mentionne que ce n'est pas la première fois qu'il vit une telle situation. Entre sa vie d'arbitre au hockey et son emploi au transport scolaire, il se dit immunisé contre ça.
Cependant, pour ses proches, la situation a été éprouvante en raison des commentaires désobligeants publiés à son sujet. Christian Boulay n'a pas l'intention de démissionner. Le hockey est pour lui une véritable passion qui va au-delà de ce dont certains peuvent présumer à son égard. Il reste convaincu qu'il a fait des choses comme il se doit, de les faire soit en respectant les règlements. L'organisme de bassin versant du Témiscamingue, l'OBVT, a créé en juin 2023 le Fonds bleu qui entrera en vigueur au mois de juillet. Ce fonds vise à permettre le financement adéquat, prévisible et suffisant de toute mesure que le ministre peut réaliser pour assurer la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau. Son financement provient en partie des redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau. Une nouvelle réglementation est à venir en lien avec la navigation sur les plans d'eau. Le gouvernement fédéral a annoncé le 12 octobre dernier l'allègement du processus permettant à tous les ordres de gouvernement, incluant les municipalités, de demander au gouvernement fédéral de restreindre l'utilisation des embarcations sur les lacs et les rivières. Le délai d'implantation de nouvelles réglementations pour une municipalité est réduit de 18 mois et permet d'éviter des consultations nationales pour une décision locale. L'OBVT rappelle que les différents paliers gouvernementaux, que ce soit une municipalité ou encore une communauté autochtone, peuvent demander d'encadrer la navigation pour des raisons environnementales et de sécurité. L'organisme explique que dans notre zone, les embarcations sont notamment responsables d'enjeux d'érosion des berges, de mise en suspension de sédiments et de propagation d'espèces aquatiques envahissantes. Plusieurs projets sont en cours à l'OBVT. L'équipe travaille, entre autres, à une analyse des pesticides chez les agriculteurs, sur la caractérisation des installations septiques autonomes, la caractérisation des herbiers de myriophiles à épis dans les lacs au Passatica et Renault, et la caractérisation des traversiers de cours d'eau et des sentiers de véhicules hors route du club de VTT du Témiscamingue. De plus, il s'implique dans un projet pilote de retrait des écorces provenant de la drave dans le fond des plans d'eau. Le 41e Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigue a dévoilé sa programmation musicale pour son édition du 6 au 11 août prochain. Le chanteur country québécois Matt Lang sera de la partie le jeudi 8 août. Son retour était d'ailleurs très attendu selon la présidente de l'événement, Roxane Savignac. Le groupe CCR Reborn animera pour sa part le Colisée de Guigue vendredi avec son spectacle hommage à Creedence Clearwater Revival, connu notamment pour la pièce Have You Ever Seen the Rain? Martin Deschamps montera sur scène le samedi 10 août. La présidente du festival précise que Martin présentera un spectacle qui a une version country rock. Le groupe local Bullseye, le duo country Mountain Daisy et le groupe country néo-traditionnel The Wild Palominos performeront aussi en première ou deuxième partie des têtes d'affiche. Des indices comme le slogan « Mets tes bottes et ton chapeau, ça va kicker fort » et l'affiche qui présente une photo de l'homme fort Hugo Girard promettent d'autres annonces. Le festival vous réserve donc quelques petites surprises. Les passeports, spectacles et les billets pour assister au rodéo professionnel sont déjà en vente sur le site web du festival. La coop de l'arrière-pays entame sa 4e saison d'activité en se taillant une place importante dans le milieu du plein air au Témiscamingue. En plus de louer de l'équipement, la coopérative a été mandatée par la MRC afin de réaliser un inventaire des infrastructures de plein air sur le territoire témiscamien. Une carte pour les activités hivernales et une autre pour les sports d'été seront produites afin d'aider la population à identifier les sentiers pour pratiquer la marche, le ski de fond ou la raquette. Danny Laperrière, directeur de la coop de l'arrière-pays, explique que l'organisme est en train de cartographier, de relever les niveaux de difficulté par activité dans les sentiers,
d'identifier les lieux pour, par exemple, pratiquer du paddleboard, du canot, du kayak, des petits endroits faciles d'accès pour la communauté. La visite des différents endroits cet hiver a permis à l'organisme d'identifier certains problèmes. Par exemple, la signalisation, les types de marches où tel sentier il y a problème au niveau du drainage. M. Laperrière indique que cela va vraiment aider pour une deuxième phase si on veut améliorer toutes ces infrastructures de plein air au Témiscamingue. Les feux de forêt et l'hiver très doux ont refroidi la clientèle qui était moins au rendez-vous que les années précédentes. Le projet pilote à la forêt récréative de Val-d'Or ne sera pas renouvelé cette année, mais la remorque d'équipement pourrait être appelée à se déplacer ailleurs sur le territoire pour l'été 2024. Les douces températures hivernales n'ont pas été propices à la location d'équipements hivernal. Face à ces changements climatiques, la coopérative devra sans aucun doute s'adapter. Les changements vont peut-être perdurer dans le temps. Il est possible que l'on voit de plus en plus ce genre de saison super sèche avec des intensités de feu assez importantes. Depuis son ouverture en 2021, la coopérative s'est dotée de plusieurs nouveaux équipements tels que des canots pour les activités scolaires, des kayaks récréatifs et des vélos électriques. Moins d'activités sont offertes que dans les premières années. Au début, l'organisme était plus orienté vers des activités guidées et des initiations. Au fur et à mesure que les années ont passé, la coop de l'arrière-pays a moins développé le créneau parce qu'elle a réalisé qu'elle avait plus un besoin en lien avec les municipalités pour développer des projets de plein air. La coop de l'arrière-pays est désormais installée dans le stationnement de la Société de développement du Témiscamingue à Ville-Marie. La chasse à l'orignal concerne une importante partie de la population en Abitibi-Témiscamingue. Les chasseurs n'ont donc pas hésité à se présenter en grand nombre aux rencontres d'information organisées par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue qui portait sur le plan de gestion de l'orignal en zone 13. La dernière des 3 rencontres se tenait à Ville-Marie le 27 mars dernier. Plus de 500 personnes se sont présentées, sachant que les derniers changements à la réglementation de la chasse remontent à il y a 30 ans, notamment avec l'ajout de l'alternance sur le droit de la chasse aux femelles. Une année sur 2, l'organisme souhaitait informer et recueillir l'avis des chasseurs avant l'application du nouveau plan de gestion prévu en 2026. La rencontre d'une durée de plus de 2 heures contenait une présentation de la santé du cheptel actuel de l'orignal en zone 13 et des enjeux liés à sa gestion. Ambroise Lick, biologiste, occupe maintenant le poste de responsable de la grande faune en Abitibi-Témiscamingue. Il misait d'entrée de jeu sur le fait que le plan est mis en place pour assurer une gestion durable de la population d'orignal et une pérennité de l'activité de la chasse sportive. Il expliquait que le cheptel se porte bien de façon générale, mais que certains indicateurs démontrent que la population des veaux et des mâles est en baisse. La situation est inquiétante. L'ajout de l'alternance il y a 30 ans a bien fonctionné par le passé, mais semble moins efficace présentement. La majorité des questions posées par les chasseurs concernaient la réduction de la chasse à l'arc à 9 jours, l'inclusion des veaux dans l'alternance avec les femelles et le tirage au sort pour les orignaux sans bois, sans les femelles et les veaux. Une règle d'interdire l'utilisation d'urine naturelle de femelles a aussi été mentionnée. Des chasseurs ont profité de cette rencontre pour exprimer des commentaires sur des règles et procédures en place actuellement. Ils se sont exprimés sur l'utilisation des caméras qui permettent de voir sur son cellulaire plusieurs secteurs de chasse, l'enregistrement des prises qui se fait maintenant sur Internet et le fait que, depuis quelques années, le cours pour la chasse à l'arc se fait en ligne et qu'aucun examen de tir n'est requis pour l'obtention du permis. Cette dernière mesure a suscité beaucoup de réactions dans l'assistance qui était en forte majorité pour le retour de cet examen. Les futures réglementations sont à l'étude en ce moment et rien n'est adopté pour l'instant.
Soyez assurés qu'aucun changement ne sera appliqué pour les saisons 2024-2025. Le ministère des Transports du Québec prévoit consacrer 177 millions de dollars à 40 projets pour le réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue au cours des 2 prochaines années. Plusieurs projets déjà annoncés se concrétiseront cet été, notamment l'agrandissement du carrefour giratoire des routes 117 et 111 à Val-d'Or et l'asphaltage de la route 109 entre La Motte et Amos. C'est aussi le cas pour les interventions prévues sur la route 395 entre Pressac et Sainte-Gertrude-Manville et pour le remplacement du pont au-dessus de la rivière Kinogévis sur la route d'Aiguebelle à Montbrun. Parmi les nouveautés annoncées, on note l'asphaltage de la montée Gamache et de la route 391 jusqu'à la route 101 au Témiscamingue. Québec annonce aussi la réfection du pont au-dessus de la rivière d'Alembert sur la route 101 à Rouyn-Noranda. Même si le total des investissements est similaire à celui annoncé l'an dernier, le ministre régional Jean Boulet assure que le gouvernement veut combler le retard que vit l'Abitibi-Témiscamingue dans l'entretien de ses infrastructures. Le ministère a une stratégie pour combler le déficit des infrastructures de la région. C'est un enjeu important de mobilité et d'accès au territoire. D'ici 2031, on vise à régler le problème. Le tout se fera de façon graduelle. La route 117 aura pour sa part droit à l'ajout de bandes rugueuses sur les accotements au sud de Louvicourt, à Malartic et sur la voie de contournement de Rouyn-Noranda. Toujours sur la 117, le ministère des Transports du Québec annonce que l'asphaltage entre Dubuisson et Malartic sera réalisé en 2025, tout comme un tronçon de 12 km dans la réserve faunique La Vérandrée. Pour ce qui est de la construction de voies de dépassement entre Cadillac et Rivière-Éva, annoncée en janvier par la ministre Geneviève Guilbeault, les travaux n'apparaissent pas dans la planification 2024-2026. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, s'attend toutefois à ce que les budgets soient au rendez-vous pour améliorer la sécurité de ce tronçon régional. Les voies de dépassement sont l'un des éléments qu'on veut voir aboutir le plus rapidement possible. Les choses vont possiblement débloquer pour 2025. Le département de création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a dévoilé la programmation de la première nuit blanche du Vieux-Noranda. De 20h le samedi 20 avril à 4h le lendemain matin, le quartier du Vieux-Noranda prendra vie à travers ses lieux culturels grâce à des spectacles, de la création en direct ou des expériences technologiques immersives. L'idée, à la base, c'était vraiment de donner une occasion aux étudiants de présenter leurs projets en fin d'études. Maxime Bonin, professeur en communication à l'unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias, explique que l'an dernier, il s'est déplacé avec un groupe d'étudiants pour présenter leur projet à la Nuit Blanche à Montréal. Et dans une conversation avec une collègue est venue cette idée de pourquoi on n'en ferait pas une ici. Profitant de l'effervescence culturelle dans le quartier du Vieux-Noranda et souhaitant participer à sa revitalisation, l'UQAT a interpellé des partenaires comme l'Agora des Arts et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et tout le monde a accepté rapidement de collaborer à l'événement. Un spectacle d'Avril Jensen au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, une soirée hip-hop au cabaret de La Dernière Chance et un échange de toiles en pleine création entre les artistes à la galerie Céline J. Dallaire s'ajoutent aux présentations des étudiants à l'Agora des Arts et à l'Écart. Le finissant à la maîtrise en création numérique, Sébastien Duplessis, a travaillé sur le projet Singular 14 qui sera présenté sur la grande scène de l'Agora des Arts. Le thème est la singularité technologique, donc ce moment dans le temps où l'intelligence artificielle va devenir plus intelligente que l'ensemble de l'humanité. Il s'inspire de cette thématique-là pour enfermer les gens dans une boîte miroir et projeter à l'extérieur. Le résultat à l'intérieur est vraiment la superposition du reflet de la personne avec les différences visuelles projetées sur la boîte.
En tout, 4 projets d'étudiants seront présentés, dont un jeu d'évasion coopératif incluant un court-métrage cinématographique. L'organisation de la Nuit blanche du Vieux-Noranda espère que l'événement deviendra un rendez-vous annuel. Une juge de l'Abitibi-Témiscamingue s'impatiente et réclame des ressources supplémentaires après avoir prononcé un autre arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Jordan dans la région. Dans un jugement rendu le 26 mars dernier à Val-d'Or, la juge de la Cour du Québec, Nathalie Sanson, interpelle directement l'État québécois, l'invitant à s'assurer que la région de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficie de ressources suffisantes pour que la situation s'améliore. Elle estime que les délais dans cette région sont trop longs et que la confiance des citoyens envers le système de justice est minée. Radio-Canada révélait, il y a quelques semaines, qu'au moins 3 autres cas criminels ont été abandonnés à la fin de l'année 2023 en Abitibi-Témiscamingue. La juge Nathalie Sanson a ordonné un arrêt des procédures dans le dossier de Normand Lavoie. L'homme faisait face à 8 chefs d'accusation de voies de fait armés et d'agressions sexuelles depuis le 10 juin 2020. Le jugement mentionne qu'il s'agit d'un dossier de violence conjugale et intrafamiliale. Les infractions alléguées se seraient déroulées sur une période de 10 ans entre 1992 et 2002. Dès le départ, ce dossier a pris beaucoup de retard en raison du manque de dates disponibles à la Cour pour procéder. Pour éviter un arrêt des procédures, le directeur des poursuites criminelles et pénales doit démontrer que le retard est causé par la défense, mais l'indisponibilité du tribunal ne peut pas être attribuée à la défense. Ces journées d'attente doivent donc être considérées afin de déterminer si l'accusé a été jugé dans un délai raisonnable. En fait, la jurisprudence va plus loin. Elle prévoit que les périodes durant lesquelles le tribunal n'est pas disponible ne constituent pas un délai imputable à la défense, et ce, même si cette dernière est indisponible. La juge Nathalie Sanson, dans son jugement, parle de problèmes de délai systémiques de la région et des délais institutionnels chroniques dans le district d'Abitibi. Elle précise aussi que toutes les régions doivent avoir les ressources nécessaires, que l'arrêt Jordan ne distingue pas les régions et le droit à un procès dans un délai raisonnable est un droit pour l'ensemble des citoyens. Que ce soit une région marginale, éloignée ou moins populeuse, le droit des citoyens reste le même. Le directeur des poursuites criminelles et pénales plaidait que des délais étaient imputables à la défense et au retard causé par la pandémie, mais la juge a finalement tranché en faveur de l'accusé. Elle a déterminé que le délai net est de 1062 jours, soit environ 35 mois. Ce délai dépasse le plafond de 30 mois fixé par l'arrêt Jordan et le procès n'est toujours pas fixé. Elle a donc ordonné un arrêt dans des procédures déclarant que le droit de l'accusé Normand Lavoie d'être jugé dans un délai raisonnable a été violé. La juge Nathalie Sanson précise que la confiance des citoyens envers le système de justice est minée par le prolongement des délais. Cette confiance est essentielle à la survie du système. Sans le soutien de la collectivité, le système perd son équilibre et que les délais déraisonnables amplifient la souffrance des victimes et les empêchant de passer à autre chose. Une Rouyn-Norandienne présente ses talents en yoga acrobatique au concours télévisé Canada's Got Talent. Sophie Gosselin est originaire de Rouyn-Noranda et elle a fréquenté les clubs de gymnastique de la région pendant plusieurs années. En 2011, Sophie Gosselin rencontre Joanie Lacerte alors qu'elle pratique le parachutisme. Quelques années plus tard, les deux acolytes ouvrent l'école Air Soup Acro Yoga dans les Laurentides. On s'entend que c'est un peu moins relaxant et zen que du yoga traditionnel, mais c'est vraiment un amalgame de yoga parce qu'il y a certaines postures qui représentent le yoga, mais c'est beaucoup plus acrobatique. Ce qu'elles ont fait, c'est d'amalgamer ça sur le paddleboard. Le duo tentera de convaincre les juges de Canada's Got Talent avec un numéro au sol d'une durée d'environ 2 minutes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Joanie Lacerte décrit la discipline comme accessible à tous.
Elle explique qu'il n'y a pas de compétition et c'est encore très peu connu dans le monde. Il y en a un peu partout de l'acro-yoga, mais c'est une discipline qui est très peu connue et c'est un peu la mission qu'on a avec notre école AirSoup. Acro-yoga, qui est aussi le nom de notre duo, d'aller rendre ça un peu plus accessible aux gens, de démystifier un peu ce qu'est l'acro-yoga. Les difficultés scolaires des jeunes garçons représentent une source de préoccupation et des écarts avec les filles sont aussi observables en Abitibi-Témiscamingue. Selon une récente chronique de Paul Journet dans la presse, l'écart du taux de diplomation entre les garçons et les filles dépasse les 10 points au Québec. Et le retard en Abitibi-Témiscamingue avec le reste de la province est notable selon Dominique Baudouin, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Le taux de réussite de la région est plutôt à 72 %, les filles à 77 %, alors que les garçons sont autour de 68 % et ça fluctue un peu d'une année à l'autre. Mais ça montre qu'on a quand même un écart aussi en région derrière le taux de réussite québécois. En compréhension de lecture au Québec, ce sont 30 points qui séparent les filles des garçons. La puberté plus tardive chez les garçons qui peut exercer une influence sur leur capacité de comprendre les abstractions, ainsi que les plus nombreux diagnostics d'hyperactivité chez les garçons font partie des explications possibles pour cet écart. Les stéréotypes de genre pourrait aussi jouer un rôle, comme celui très persistant qui dit que les garçons sont meilleurs en mathématiques et les filles en lecture. Dominique Baudouin explique que plus le stéréotype est fort et plus on fait des généralisations, plus les garçons qui veulent s'identifier ou pour qui c'est important cette identification-là dans leur identité, vont se dire que ce sont les filles qui sont bonnes en lecture ou même vont croire que leur capacité est moindre parce qu'ils sont des garçons. La conseillère pédagogique recommande d'éviter les généralisations et de plutôt ramener ses propos à l'individu. Le dépistage précoce au niveau du langage, les exercices langagiers et d'autres méthodes pédagogiques sont utilisés par les orthophonistes et les enseignants dans les centres de services scolaires pour aider les garçons. L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue a lancé la semaine dernière une campagne d'information sur les hausses de loyer à l'approche de la date limite pour répondre aux avis d'augmentation reçus. Un dépliant a été distribué dernièrement à plus de 10 000 adresses de la région pour informer le plus grand nombre possible de locataires de leur droit de refuser une hausse sur le prix de leur loyer sans craindre que leur bail soit résilié. La période de renouvellement des baux se situe entre le 1er janvier et le 31 mars pour les baux qui se terminent le 30 juin. Les locataires ont ensuite un mois pour accepter ou refuser une augmentation. Marc-André Larose, organisateur communautaire de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, indique qu'il lui arrive souvent de se faire demander par des locataires si leur propriétaire a le droit de les expulser s'ils refusent la hausse proposée. Il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau. L'organisation espère que cette campagne pourra aider certaines personnes à y voir plus clair, mais aussi que les locataires vont s'en parler entre voisins et faire circuler l'information afin d'être mieux en mesure de défendre leurs droits collectivement. La population doit connaître ses droits quant aux augmentations de loyer pour être moins vulnérable aux abus des propriétaires. Avec la pénurie actuelle de logements, les locataires font tout pour éviter de se retrouver à la rue et craignent de devoir partir à la suite d'un refus. Bien des gestionnaires de portes en profitent. On espère que cette campagne les gênera d'envoyer des hausses abusives à leurs locataires. L'organisme rappelle également qu'il œuvre en défense collective des droits et en éducation populaire autonome et que même s'il peut répondre à certains questionnements et transmettre de l'information, ultimement, il s'agit davantage de mobiliser les gens, de les inviter à se réunir pour réclamer des meilleures conditions en leur donnant les outils pour se défendre.
Les Huskies de Rouyn-Noranda obtiennent leur billet pour le deuxième tour de série de la LHJMQ en corrigeant les Olympiques 8-3. Les Huskies qui jouaient à domicile vendredi soir devant une assistance de 2856 spectateurs ont remporté la série du premier tour en 5 matchs. La Meute a inscrit 7 buts sans riposte lors des 2 premières périodes de la rencontre. Danny Bourrache et Mathis Perron ont récolté 2 buts chacun pour les Huskies. Benjamin Brunel, Antonin Véraud, Samuel Savoie et Leighton Caruthers ont également inscrit pour les Rouyn-Norandiens. Le gardien William Rousseau a effectué 26 arrêts. Les Olympiques ont tenté une remontée en 3e période. Les 3 buts inscrits contre les Huskies n'ont pas permis de changer le cours des événements. Pour l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, c'est mission accomplie pour se protéger. Le prochain match des Huskies aura lieu vendredi 12 avril à 19h à l'Arena Glencore face aux Tigres de Victoriaville pour la 2e ronde des séries éliminatoires. L'entraîneur-chef confirme que ce sera une grosse semaine, soit une semaine complète de pratique afin d'être prêt pour vendredi. Les 2 équipes se sont affrontées 6 fois cette saison avec une égalité des parties remportées. En première ronde éliminatoire, les Tigres ont rapidement éliminé les Cataractes de Shawinigan en 4 parties. Les Huskies, eux, ont disposé des Olympiques de Gatineau en 5 parties. On leur souhaite la meilleure des chances pour la suite. Québec va éponger une partie des prêts octroyés aux entreprises touchées par les feux de forêt l'été dernier. Le ministre délégué à l'économie Christopher Skeet a annoncé que 25% des montants prêtés n'auraient pas à être remboursés jusqu'à concurrence de 50 000 $. Il s'agissait d'une demande de longue date de plusieurs commerçants de Lebel-sur-Quévillon, entre autres. M. Skeet indique qu'il est persuadé que les gens vont être satisfaits de cette mesure-là. 2 programmes d'aide d'urgence avaient été mis sur pied par le gouvernement à la suite des feux de forêt. Le programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l'aide d'urgence qui visait les grandes entreprises et le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises qui s'adressait plutôt aux PME. Ces programmes étaient assortis d'un budget de 50 millions de dollars. Moins de la moitié de cet argent a été demandé. En 2023, 165 entreprises ont demandé des sommes pour un total de 23 millions de dollars. Certains propriétaires d'entreprises hésitaient à réclamer de l'aide d'urgence parce qu'ils n'étaient pas certains de réussir à rembourser leurs prêts. À la fin de janvier, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, avait critiqué les trop longs délais pour avoir accès aux sommes. Ce dernier a fait des représentations auprès du gouvernement pour que les commerçants de sa municipalité obtiennent l'aide financière promise. Les entreprises avaient jusqu'à la fin de décembre pour soumettre leur demande d'aide financière et la raison. Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, souhaite prendre le temps de consulter les commerçants de sa municipalité avant de se prononcer, mais au premier regard, il croit qu'éponger 25% des prêts n'est pas suffisant. Ça représente peut-être des montants assez importants pour les grosses entreprises, mais pour les petits commerçants, ce n'est vraiment pas beaucoup s'ils ont fermé 1 mois et n'ont pas eu un gros chiffre d'affaires cet été. M. Lafrenière se réjouit que tous les commerces de la municipalité soient encore ouverts, malgré les derniers mois difficiles. Il avait peur parce que quand on ferme un commerce à Lebel-sur-Quévillon, c'est comme fermer un centre commercial à Montréal. Sandra Plourde, anciennement de Palmarol, est officiellement la grande gagnante de la première saison de MasterChef Québec sur les ondes de TVA et elle a livré tout un parcours à l'émission. La finale opposait Sandra à Fadwa Chita, qui a, elle aussi, été fort impressionnante du début à la fin, et la lutte a été corsée jusqu'à la fin pour déterminer la personne qui allait remporter la victoire. Sandra a mentionné qu'il était difficile pour elle de ne pas parler puisque les gens allaient souvent l'aborder pour discuter de l'aventure avec elle. Même ses enfants se faisaient questionner sur l'identité de la personne gagnante,
mais ils ont été capables de bien garder le secret jusqu'à la fin, soit jusqu'à la diffusion télévisuelle de la dernière émission. Cette compétition culinaire lui a confirmé une chose en particulier. Elle n'est pas une personne compétitive. Sandra a précisé que la personne que vous avez vue dans l'émission est exactement la même personne que dans la vraie vie, en dehors des caméras. Québec annonce des investissements de plus de 152 millions de dollars pour les routes et les aéroports du nord du Québec. 2 chantiers majeurs sont prévus sur la route 113 près de Lebel-sur-Quévillon. 2 tronçons recevront une attention particulière du ministère des Transports et de la Mobilité durable au cours des 2 prochains étés, soit la route 113 qui relie Sainte-Terre à Chibougamau et la route 167 qui relie Saint-Félicien au lac Albanel en passant par Chibougamau. Plusieurs chantiers sont donc prévus sur la route 113, notamment dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, qui réclame des améliorations importantes dans une section de près de 70 km plus durement touchée par la dégradation de la chaussée. Les usagers de la route avaient d'ailleurs défini la 113 comme la pire route en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec au palmarès 2023 de CAA Québec. Le plus important chantier sur ce tronçon consiste en l'asphaltage de 20,5 km de route sur une portion de 35 km tout juste au nord de Lebel-sur-Quévillon. C'est un peu moins de la moitié des 45 km qui seraient à refaire à court terme. Le ministre Jean Boulet a aussi annoncé que la reconstruction de 14 km sur la route 113 entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon sera finalement réalisée ce printemps. Ce chantier avait été annulé quelques jours après son lancement l'an dernier en raison des feux de forêt. Parmi les autres projets déjà annoncés dans le nord du Québec, 2 chantiers de plus de 1 million de dollars sont prévus à Chibougamau cet été, soit l'asphaltage de 2 sections de la route 167 entre les kilomètres 210 et 216, ainsi que l'asphaltage de la route 167 entre la 2e rue et le mont Chalcot. Parmi les nouveaux projets, on note 2 chantiers à Chapais, dont l'aménagement d'une aire d'arrêt pour camions lourds à proximité de l'entrée ouest. Ces travaux auront lieu en 2025. Plus de 90 millions de dollars seront consacrés à plusieurs projets aéroportuaires, pour la plupart situés au Nunavik. L'installation de caméras de surveillance à l'aéroport de Matagami est prévue sur 2 ans. L'an dernier, les réservoirs de carburant ont été remplacés à cet aéroport. Plombé par la météo et des pépins mécaniques, le centre plein air du mont Kanasuta, près de Rouyn-Noranda, a tout de même engrangé parmi ses recettes les plus importantes des 10 dernières années. Le directeur général, Alain Vanier, reconnaît du même souffle que ses équipes durent se montrer imaginatives, notamment lors des périodes de redoux et de fonte des neiges. Les mots « travail d'équipe » résument selon lui la saison de ski 2023-2024. C'est un bilan quand même très positif du point de vue des recettes. Le centre plein air du mont Kanasuta a réalisé sa 2e meilleure saison depuis les 10 dernières années. Si les revenus sont plus élevés, les dépenses le sont également en raison de travaux apportés à la remontée mécanique au tout début de la saison. C'est vrai que les dépenses sont plus importantes pour cette raison, mais cela permettra à la remontée d'être plus sécuritaire et de perdurer dans le temps. Le directeur général ne croyait pas que la saison durerait aussi longtemps, bien qu'il conçoive qu'elle est maintenant terminée. Le Mont-Vidéo a aussi mis un terme cette fin de semaine à la saison de ski. La saison s'est terminée avec le traditionnel ski splash auquel 70 participants ont pris part. Près d'une cinquantaine d'éducatrices de la petite enfance se sont réunies samedi à Rouyn-Noranda pour rappeler au gouvernement du Québec qu'elles n'ont plus de convention collective. Leur syndicat promet d'amplifier les moyens de pression si leur employeur tarde à négocier et à leur offrir de meilleurs salaires de base.
L'éducatrice Andréane Veillette admet qu'elle est fatiguée de se battre depuis 8 ans lorsqu'elle a commencé à travailler dans un CPE. Elle aimerait sentir que les jeunes enfants sont une priorité du gouvernement du Québec. Geneviève Héroux, présidente du syndicat local des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue, indique qu'elles sont encore la deuxième technique la moins bien payée. Ce n'est pas intéressant avec le coût de la vie. À l'unisson, elles réclament toutes la même chose, une nouvelle convention collective. La présidente du syndicat local des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue souligne que cela fait 1 an qu'elles sont sans convention collective et que cela fait 6 mois qu'elles ont déposé leur demande alors qu'il n'y a pas de retour sérieux qui se passe de leur côté. Madame Héroux réclame des hausses salariales ainsi que des meilleures conditions de travail pour la centaine d'éducatrices qu'elles représentent. Elles ont des revendications en lien avec les enfants à besoins particuliers. Elles veulent avoir un meilleur soutien car il y en a de plus en plus dans les milieux. Elles veulent aussi que le salaire d'entrée de base soit plus élevé pour attirer des éducatrices en CPE. Andréane Veillette, éducatrice, mentionne qu'elle trouve qu'il y a beaucoup plus de retard de langage qu'il y a 8 ans. Elles ont aussi plus d'enfants avec des diagnostics comme le spectre de l'autisme ou des retards sur le plan moteur. La secrétaire trésorière de la Fédération des intervenantes de la petite enfance du Québec, Anne-Marie Belrose, ajoute que des moyens de pression seront déployés progressivement jusqu'à la fin avril. Au-delà de cette échéance, le syndicat examinera avec ses membres la possibilité de déclencher une grève si Québec ne leur présente pas sa première offre ou ne signale pas son intention de négocier. Il y a des parents qui n'ont toujours pas de service car il y a un manque d'éducatrices et des ruptures de services. Sur une longue période, il peut y avoir un moment dur à passer pour les parents, mais ils ont tout à gagner à avoir de meilleurs services. Les pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue et de partout au Québec devront dorénavant trimballer leurs pièces d'identité à la pêche, une façon de prouver leur identité si les agents de protection de la faune en font la demande. Ce règlement est inscrit dans la loi depuis longtemps, mais il devrait commencer à être appliqué cette année selon plusieurs intervenants. Il ne remplace toutefois pas l'obligation de détenir un permis de pêche valide pour avoir le droit de pêcher. Pierre Auger, vice-président de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec en Abitibi-Témiscamingue, rappelle que ça prend des pièces officielles qui émanent d'une autorité gouvernementale. En fin de compte, le document du permis de pêche ne contient pas assez d'informations nominatives pour vous identifier officiellement. D'autres règlements ont été adoptés pour chacune des régions du Québec, y compris l'Abitibi-Témiscamingue. Les nouveautés en région touchent surtout les lacs d'exception, précise Jacques Cormier, président de l'Association Chasse et Pêche de Val-d'Or. M. Cormier donne l'exemple du lac des Sœurs à Val-d'Or, où la limite de prise quotidienne de truites et d'ombles passe de 5 à 3. Il invite les chasseurs et les pêcheurs à bien connaître les règles en vigueur sur leur territoire. À l'approche de l'ouverture de la pêche à la truite, prévue à la fin avril, Jacques Cormier adresse une mise en garde aux pêcheurs. Une seule ligne par pêcheur est permise. Il ajoute que les gens croient qu'ils peuvent continuer à pêcher avec 5 brimbales s'il reste de la glace comme si on était en hiver. Il prévient qu'à l'ouverture de la pêche, même s'il y a de la glace, c'est une ligne par personne que vous avez le droit de mettre à l'eau. Le mois d'avril est le mois de la santé bucco-dentaire. Il est important de conserver une bonne santé de la bouche, des dents et des gencives. D'ailleurs, la santé de vos gencives peut avoir une incidence sur votre santé générale. Les 4 points suivants peuvent vous permettre de maintenir vos gencives en pleine forme et vous aider à prévenir l'apparition des maladies des gencives. Premièrement, privilégiez une alimentation et un mode de vie équilibré. Les nutriments que vous consommez ou ne consommez pas peuvent grandement influencer votre santé bucco-dentaire. Un bon mélange de macronutriments, soit des graisses, des glucides et des protéines, de même que beaucoup de fruits et de légumes entiers, alimenteront votre corps.
L'exercice, de bonnes habitudes de sommeil et une bonne santé émotionnelle alimenteront votre esprit. Deuxièmement, réduisez le stress. Il nuit à votre santé bucco-dentaire. La respiration profonde est l'un des meilleurs moyens de réduire le stress. Vous pouvez également essayer de vous étirer doucement ou de boire une tisane en lisant un bon livre. Troisièmement, prenez soin de votre bouche. Comme les premiers stades des maladies des gencives peuvent être réversibles, il est important de les détecter rapidement. Un nettoyage professionnel effectué tous les 6 mois permet à votre dentiste de reconnaître les signes avant-coureurs. Utilisez la soie dentaire tous les jours et brossez-vous les dents 2 fois par jour avec un dentifrice dont l'efficacité a été cliniquement éprouvée pour favoriser des gencives plus saines. Et finalement, arrêtez de fumer. Les maladies telles que le cancer du poumon et l'emphysème ne sont pas les seules raisons d'arrêter de fumer. Le tabagisme peut nuire à presque tous les organes du corps et il n'est donc pas surprenant que la santé bucco-dentaire soit touchée elle aussi. Le tabagisme interfère également avec votre système immunitaire, ce qui empêche votre corps de lutter contre des affections telles que les infections des gencives. Pire encore, le tabagisme peut provoquer un cancer de la bouche. Le traitement parodontal peut ne pas donner les mêmes résultats pour un fumeur car le tabagisme rend la guérison des gencives plus difficile. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lauren McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infothémis. Au revoir!